Le travail d'un archéologue ne se limite pas à trouver des artefacts anciens ou à révéler des facettes du passé, mais aussi à nous expliquer ses découvertes. Ils le font généralement bien, mais face à certaines énigmes, ils sollicitent l'expertise des scientifiques. Cependant, les scientifiques ne détiennent pas toujours toutes les réponses. Ainsi, nous sommes confrontés à des mystères tels que vous allez le découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Philippe Boichet de La Neuville, géographe français, dressa une carte de la région entre le pôle antarctique et le tropique du Capricorne en 1737 et fit une chose étonnante. Soit il omissait une caractéristique majeure, sur une carte par ailleurs minutieuse, soit il dévoilait une connaissance que nul autre ne possédait. Le débat persiste encore aujourd'hui. La carte simplement appelée aujourd'hui « carte de Boichet » est singulière, puisqu'elle montre l'Antarctide dénuée de glace. Philippe fut autant un géographe théorique qu'un voyageur fusionnant l'astronomie, l'étude des carnets d'autres voyageurs et ses propres observations pour prévoir la position et la forme de régions du monde qu'il n'avait jamais vues. Bien que cela puisse sembler invraisemblable, ces méthodes ont prédit avec justesse l'existence du détroit de Bering ainsi que celle de l'Alaska. Il est peu probable qu'il ait visité l'Antarctide. Il aurait donc dû se baser sur des observations astronomiques ou sur les carnets d'autres explorateurs pour élaborer sa carte. Comment connaissait-il si bien l'apparence du continent dépourvu de glace? Quelles cartes et publications a-t-il examinées pour établir cette représentation? Était-il informé d'une ancienne civilisation maritime dont les traces ont été effacées par le temps? Dans une découverte qui vous fera sûrement regarder à 2 reprises, des archéologues ont mis au jour des crânes de cerfs avec des trous sculptés en forme d'yeux datant d'il y a 11 000 ans à Starcar, un site archéologique mésolithique dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre. Ces fragments de crânes de cerfs accompagnés d'outils, d'armes et de bijoux sont actuellement exposés au musée d'archéologie et d'anthropologie sur Downing Street à Cambridge. L'exposition intitulée « Une histoire de survie, la vie préhistorique à Starcar » offre un aperçu d'une époque antérieure à l'agriculture, à la poterie et à la métallurgie. Il est possible que ces coiffes de cerfs aient servi de camouflage lors de la chasse ou aient fait partie de rituels chamaniques ancrés dans l'animisme, croyance attribuant une force vitale à tous les objets et phénomènes matériels. Ces masques de cerfs ne sont pas seulement de rares reliques du Mésolithique, mais aussi d'inestimables vestiges d'un paradigme perdu dans l'histoire humaine. Ils sont les icônes d'une vision du monde depuis longtemps oubliée. Ainsi, en admirant ces anciens masques de cerfs, nous sommes rappelés au désir éternel de l'homme de se connecter avec la nature et les éléments surnaturels de notre destin. Fouiller dans les collections des musées les plus prestigieux du monde pourrait sembler un brin trompeur, mais faisons une exception pour notre prochain artefact. C'est un objet magnifiquement sculpté, doté d'ailes, dont le nom demeure incertain, issu du 2e ou 3e siècle après Christ. Les experts du musée Met de New York, où réside cet objet, pensent qu'il s'agit probablement d'un contrepoids et stabilisateur pour un harpon. Cette hypothèse est renforcée par sa découverte en Alaska. On pense que cet objet taillé dans de l'ivoire fut utilisé par une culture ayant vécu des 2 côtés de la mer de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska, il y a presque 2000 ans. Les symboles et motifs gravés sur les côtés du contrepoids demeurent énigmatiques, mais pourraient représenter des esprits auxquels les détenteurs espéraient que le harpon emprunterait de la force ou qui apporterait bonne chance à l'expédition de chasse. On pense que des objets semblables étaient encore courants en Alaska jusqu'à la fin du 9e siècle. Mais leur production s'est soudainement arrêtée pour des raisons inconnues. Parmi les rares exemplaires encore existants aujourd'hui, on pense que celui-ci est le mieux préservé. Avez-vous déjà entendu parler des tombes dévorant la chair en Turquie? Si ce n'est le cas, quelle incroyable aventure! On raconte que les sarcophages de l'ancienne cité d'Assos en Turquie ont cette particularité singulière. Ils dissolvent les corps qu'ils renferment à une vitesse bien supérieure à celle qui serait naturellement possible. Lorsqu'il est laissé en paix, un corps humain met en moyenne entre 50 et 200 ans pour se décomposer si profondément qu'il ne reste absolument rien à l'intérieur. Dans un sarcophage d'Assos, cela prend moins de 50 jours. La ville fut fondée pour la première fois, il y a environ 3000 ans, par des colons venus de Lesbos. Même les habitants de l'époque connaissaient le pouvoir quasi mystique de ces linceuls. Ils les nommaient sarcophagos, terme grec signifiant « dévoreur de chair ». C'est de là que nous tirons le mot « sarcophage ». Si vous espérez une explication quant à la rapidité avec laquelle les corps se décomposent à l'intérieur, nous craignons de ne pas en avoir. Certains scientifiques ont avancé que cela pourrait être dû à la teneur en aluminium des tombes, mais cette théorie n'a jamais été prouvée. Le mystère demeure entier.
L'Enuma Elish est le mythe babylonien de la création distingué par ses premiers mots. Quelle découverte époustouflante de l'archéologue anglais Austen Henry Layard en 1849 dans la bibliothèque délabrée d'Assurbanipal, à Ninive en Irak. Gravée en akkadien sur 7 tablettes d'argile, chacune comportant entre 115 et 170 lignes d'écriture sumérienne et akkadienne, l'Enuma Elish dépeint la création du monde, une bataille céleste pour la suprématie et la naissance de l'humanité au service des dieux mésopotamiens. L'histoire s'achève sur un hymne grandiose à Marduk, la divinité centrale du récit. Bien que l'objectif initial du texte demeure un mystère, il pourrait avoir été utilisé lors de certains festivals ou pour affirmer la prééminence politique de Babylone sur la Syrie. Des versions ultérieures ont même substitué Marduk par le dieu principal assyrien nommé Asher. On pense que ce texte date de la fin du 2e millénaire avant Christ, ou peut-être même plutôt du temps d'Hammurabi, durant la période babylonienne ancienne, de 1900 à 1600 avant Christ. En étudiant l'Enuma Elish, nous ne plongeons pas seulement dans un ancien mythe, mais dans le témoignage de la quête éternelle de l'homme pour comprendre nos origines et notre place dans le cosmos. Dans une découverte éclairant les anciennes pratiques religieuses, un seau de cristal employé par le prophète Mani, fondateur du manichéisme, a été récemment réexaminé par Zuzana Gulaksi, professeur d'études culturelles comparatives. Mani, né en 216 en Perse, a instauré le manichéisme une fois mêlant éléments du zoroastrisme et du christianisme. Contrairement à d'autres guides spirituels de son temps, Mani rédigea sa propre doctrine. Il incarnait l'essence même d'un précurseur. Le sceau de cristal gravé authentifiait ses écrits et ses lettres. Gulaksi pense que Mani portait son sceau en pendentif pratique courante à cette époque. Le sceau de la taille d'une pièce de monnaie est plat d'un côté et arrondi de l'autre, arborant une gravure en creux montrant Mani et ce qui pourrait être 2 de ses disciples. L'inscription proclame « Mani, apôtre de Jésus-Christ ». Après la mort de Mani en prison en 274, ses biens furent probablement remis à son successeur. Le sceau refit surface à Paris en 1896 et repose désormais au sein de la section des gemmes de la Bibliothèque nationale de France. Voici un ensemble de découvertes ayant marqué l'histoire. Plus de 20 figurines en céramique représentant des êtres humains assis avec des ornements détaillés furent découvertes au nord-est de la Roumanie. Ces figurines datant du 5e millénaire avant Jésus-Christ ont été conçues par la culture Cucuteni-Tripilia qui prospérait sur les terres actuelles de Roumanie et d'Ukraine. Les lignes gravées sur ces figurines alimentent les débats parmi les savants. Certains voient en elles la représentation de modifications corporelles, peut-être des tatouages. D'autres estiment qu'elles pourraient évoquer des vêtements ou d'autres symboles inconnus. Si le véritable sens de ces marques demeure énigmatique, il est certain que les Cucuteni utilisaient leur corps comme toile pour transmettre des idées, peut-être liées à une appartenance ou à une identité individuelle. Fait intriguant, ces gravures n'apparaissent sur les figurines qu'après le début de l'ère néolithique, lors de l'avènement de la poterie décorée. Ceci amène certains à supposer que l'art du tatouage aurait pu voir le jour après les premières décorations de poterie, les gens envisageant alors de modifier durablement leur peau. Ainsi, à chaque fois que vous observez un tatouage, songez qu'il s'inscrit dans une tradition qui pourrait avoir des milliers d'années. Voici une découverte étonnante qui redéfinit l'histoire de la fabrication des outils. Plus de 7000 anciens outils de pierre ont été mis au jour en Inde, laissant les archéologues face à de nombreuses énigmes quant à leur concepteur. Ces instruments extraits d'un site proche de Chennai ont été façonnés grâce à une technique avancée de taille de pierre et remontent à environ 385 000 ans. Cela laisse penser qu'en Inde, la confection d'outils de pierre modernes a commencé 250 000 ans plus tôt qu'on ne le croyait. Mais par qui ? Les chercheurs s'interrogent. Ces outils auraient-ils été réalisés par une espèce archaïque d'hominidés plutôt que par des hommes modernes ? Faute de preuves fossiles, il est impossible d'en être certain. Ces outils ont été retrouvés sur le site archéologique d'Atirampakam, découvert en 1863 et fouillé dès 1999. Curieusement, ce lieu fut abandonné il y a 73 000 ou 74 000 ans, ajoutant ainsi à l'aura de mystère entourant ces objets. Cette trouvaille replace l'émergence de la culture de l'âge de pierre moyen en Inde au même moment qu'en Europe et en Afrique, modifiant notre vision de l'évolution technologique précoce de l'homme. La main de gloire issue du folklore européen évoque la main préservée d'un homme pendu qu'on croyait doté de pouvoirs magiques. Souvent, c'est la main gauche ou celle utilisée pour un acte maléfique. Avec une bougie faite de la graisse du même cadavre, elle aurait le pouvoir d'immobiliser magiquement quiconque la regardait, le figeant sur place. La méthode de préparation décrite dans des documents du XVIIIe siècle est sujette à interprétation en raison des difficultés de traduction.
Le terme que nous utilisons ici tire son origine d'une étymologie populaire du français, une mauvaise interprétation de mandragore. Outre d'autres croyances, on pensait que la main de gloire pouvait ouvrir n'importe quelle porte sur son passage. Son influence culturelle perdure dans des médias contemporains, y compris la série Harry Potter de Joanne Rowling, où elle n'est claire que celui qui la tient. En réalité, il y a tant de mythes contemporains autour de la main de gloire qu'il est facile d'oublier à quel point elle est macabre. Vous ne voudriez pas la voir sur votre étagère. Tant de personnes sont fascinées par l'achat de produits de marque de nos jours, mais l'origine des marques et du marketing semble dater de bien plus loin qu'on ne l'aurait cru. Nous le savons car il semblerait qu'il y a un peu plus de 1000 ans, tout guerrier digne de ce nom en Europe désirait une épée Ulfbert. Ces épées ont été retrouvées à travers tout le continent et les spécialistes pensent qu'elles ont probablement commencé comme une tendance viking, bien que cela reste à prouver. D'après nos connaissances, ces furent les premières épées forgées en fusionnant du fer et du carbone, puis coulées dans un moule. Cette méthode éliminait les impuretés qui affaiblissaient de nombreuses lames de cette époque et offrait aux guerriers un avantage certain au combat. Il semble que personne d'autre en Europe n'ait pu reproduire cette technique pendant au moins 200 ans. La manière dont les Vikings sont parvenus à cette innovation demeure un mystère. Ils auraient pu s'inspirer d'une tribu asiatique qu'ils auraient conquise, mais cela reste pure spéculation. Bien que l'ISIS ait orchestré la destruction et la vente illégale d'innombrables précieux artefacts en Irak, ces actions ont mené à une découverte archéologique majeure dans l'ancienne ville de Ninive. Sous le tombeau de Jonas, des tunnels creusés par l'ISIS ont révélé 7 inscriptions datant de 2700 ans, mettant en lumière le règne du roi assyrien Esarhaddon, mentionné dans la Bible. Lors de la libération de la zone occupée par l'ISIS en 2017, des chercheurs ont exploré ces tunnels et découvert le site d'un palais assyrien sous le tombeau. Les inscriptions illustrent le leadership et les réalisations d'Esarhaddon, telles que la reconstruction du temple du dieu Ashur et la revitalisation d'anciennes métropoles telles que Babylone. Ces découvertes récentes coïncidentes avec les recherches archéologiques antérieures menées près du tombeau de Jonas entre 1987 et 1992, qui n'avaient pas été précédemment rendues publiques en raison de conflits régionaux. Une inscription particulièrement remarquable parmi ces découvertes antérieures relate les victoires militaires d'Esarhaddon. En 2014, des extrémistes de l'ISIS ont détruit le sépulcre de Jonas ainsi que d'autres sites d'une grande valeur patrimoniale, les considérant idolâtres. Jonas est une figure emblématique dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Que pensez-vous de cette découverte? Laissez votre opinion dans les commentaires. Ces plaques de plomb de Sinaïa sont-elles un témoignage de l'histoire du peuple Das ou de simples contrefaçons habilement réalisées? Voilà une question qui anime les débats des spécialistes depuis le 19e siècle sans qu'ils ne parviennent à un consensus. Les inscriptions sur ces plaques sont rédigées dans une langue inconnue donc jamais traduite. Si les lettres sont grecques, les mots n'ont aucune signification dans une forme quelconque du grec. L'origine et la date de découverte de ces plaques demeurent un mystère, mais la première mention écrite les concernant provient d'un inventaire d'un entrepôt du Musée des Antiquités de Bucarest en Roumanie il y a un peu plus de 200 ans. L'inventaire indiquait alors 200 plaques, pourtant seules 35 sont connues à ce jour. Outre leurs inscriptions, bon nombre de ces artefacts arborant des illustrations de châteaux, temples, rois et soldats. Bien que l'authenticité des plaques soit envisageable, la majorité des experts en Roumanie penchent pour des contrefaçons, œuvres de Bogdan Petrișescu, ASDE, un philosophe roumain du 19e siècle qui s'amusait parfois à créer de faux artefacts archéologiques. Lorsque les conquistadors espagnols et d'autres Européens eurent fini de conquérir les Amériques, peu de manuscrits originaux authentiques ou de documents étaient encore intacts. On sait seulement que 20 manuscrits indigènes ont survécu à cette invasion, dont 5 sont des codex mixtèques. Le plus célèbre d'entre eux est le codex Selden, réalisé aux alentours de 1560. On le croyait entièrement étudié et compris jusqu'en 2016. C'est à cette date qu'une étude a révélé des pages cachées recouvertes de craie et de plâtre à l'arrière du manuscrit. Une trouvaille étonnante mais dont la signification reste mystérieuse. Les scènes sur ces pages déroutent même ceux ayant consacré leur vie à l'étude de tels documents. Elles semblent représenter des femmes siégeant au conseil du roi et un glyphe récurrent d'une corde tordue accompagné d'un couteau en silex. Ce symbole ne se trouve dans aucun autre codex mixtèque connu. Vu que ces pages étaient intentionnellement cachées, il pourrait s'agir d'informations hautement confidentielles. Hélas, cela signifie que nous ne parviendrons peut-être jamais à les déchiffrer. Quelle de ces incroyables découvertes archéologiques avez-vous préférée?
Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures et de découvertes incroyables. À bientôt!